Bienvenue à Arrêt sur le monde. Ce n'est pas la vague bleue que les démocrates espéraient, mais c'est un début, pour reprendre les termes de l'ancien président Barack Obama. Les démocrates ont donc repris le contrôle de la Chambre des représentants, mais pas du Sénat, qui est demeuré républicain. À la moitié du mandat présidentiel, les Américains sont appelés aux urnes pour faire valoir leur droit de vote. Le futur du Congrès est alors remis en question. Si les républicains régnaient sur les deux chambres depuis l'élection de Donald Trump en 2016, un changement de cap est survenu du côté de la Chambre des représentants. Avec une trentaine de sièges de plus que les républicains, les démocrates reprendront le contrôle des opérations dès le 3 janvier prochain. Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration. Et comme annoncé par les experts et les sondeurs, le Sénat restera à majorité républicaine, passant de 51 à 53 sièges sur 100. Mais ces résultats sont-ils significatifs ? 49% de la population électorale est allée voter pour les élections de mi-mandat. C'est 30 millions d'Américains de plus qu'en 2014. Et les femmes dans tout ça ? Elles occuperont un nombre record de 84 sièges à la Chambre des représentants. Notre invité pour en parler est Pierre Martin. Il est professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines et chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal. Monsieur Martin, bonjour. Merci d'être avec nous. J'aurais envie de vous demander votre premier constat à la lumière des élections de mi-mandat. Le premier constat, il faut faire une différence entre le premier constat le soir même et le premier constat un peu après. Donc, avec un peu de recul, avec un peu de recul. Le soir même, il semblait que c'était beaucoup plus serré, c'est-à-dire que le président Trump s'en était relativement bien tiré. Il avait perdu de justesse la Chambre et il semblait être en voie de faire des gains importants au Sénat. Donc, ça lui a permis de se présenter en disant qu'il avait remporté une grande victoire. Mais dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, après avoir recompté tous les votes, il y a beaucoup d'États où les votes viennent plus tard. Ça a tendance à être des États démocrates comme la Californie, les États du Sud-Ouest où il y a eu des courses beaucoup plus serrées que prévu, comme l'Arizona et le Nevada. Et finalement, le Sénat, ça a été relativement serré, un match nul ou presque. On passait de 51 à 52 ou 53 sénateurs selon le développement des courses qui sont en recomptage. Et à la Chambre des représentants, les pertes républicaines ont été beaucoup plus importantes que ce qui était évident le premier soir. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que, dans les faits, c'est un revers important pour le président Trump. Il perd une des chambres du Congrès. Il le fait d'une façon relativement convaincante, c'est-à-dire que c'est une perte qui a été moins lourde que celle d'Obama en 2010, il faut l'avouer. Ah oui, OK. En termes de sièges. Mais Obama avait, en 2010, au moment où le Parti démocrate avait fait un recul historique de 63 sièges à la Chambre des représentants, la marge de victoire des républicains était grosso modo la même que la marge de victoire des démocrates cette année. Mais la structure de la distribution des sièges, la structure, le découpage de la carte électorale fait en sorte que les républicains ont un avantage de 3 à 5 points selon les calculs. Et donc, ça prend beaucoup plus de votes pour les démocrates pour avoir la majorité. Et ils ont eu cette marge et encore plus, et ça leur a permis de faire des gains d'environ 36 sièges. Est-ce qu'une si faible avance peut changer au cours des 2 prochaines années avec des démissions, des changements de camp? C'est plus rare, mais est-ce que cette avance-là est confortable? Oui, c'est-à-dire que nous, les politologues, contrairement à ceux qui suivent le spectacle de la politique au jour le jour, on a tendance à regarder les variables fondamentales. Et c'est pour ça qu'on nous trouve très plates. On est très... Jusqu'à maintenant, ça va. C'est-à-dire, les variables fondamentales, c'est quoi? C'est l'état de l'économie, fondamentalement. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses que ça. Et la perception que le public a du président, la satisfaction qu'on a de son travail. Et Donald Trump est historiquement impopulaire. C'est-à-dire que sa cote de popularité est dans les bas 40 % et ça reste à peu près la même chose depuis son élection. Attention, c'est suffisant pour lui pour être élu parce qu'on est à une époque où le Parti républicain
est très discipliné dans son vote. Donc, les partis sont tellement polarisés l'un par rapport à l'autre que c'est très difficile pour les partisans de passer d'un parti à l'autre. Bon, ça, c'est la popularité du président. Oui. Ça, c'est quelque chose qui change au jour le jour. Mais l'autre facteur important, c'est l'économie. Oui. Et les républicains ont fait des pertes importantes à la Chambre des représentants avec une économie qui va très bien. Le chômage est à 3,7 %. C'est un plancher depuis un demi-siècle. La croissance est régulière, elle va bien. La croissance mondiale va bien de toute façon. Donc, il ne faut pas nécessairement attribuer toute la responsabilité au président, mais le président en bénéficie et pourquoi pas. Donc, il y a maintenant, est-ce que cette croissance-là va durer? Est-ce qu'il va y avoir un autre choc économique? Est-ce qu'il va y avoir des tensions? On voit déjà des poussées inflationnistes, on voit déjà des poussées sur les taux d'intérêt, la possibilité d'une reprise d'une certaine forme de crise financière dans les 2 prochaines années. Et ça serait catastrophique pour le parti au pouvoir. Alors, revenons sur la Chambre des représentants. Les démocrates ont repris le contrôle. Concrètement, par quoi ça va se traduire? Qu'est-ce qu'on risque de voir dans les 2 prochaines années d'ici la prochaine élection présidentielle? Commençons par ce qu'on risque de ne pas voir. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé au cours des 2 dernières années d'un processus de destitution ou de désaveu, en fait, par la Chambre des représentants. Juste pour situer les choses, aux États-Unis, lorsque le président commet des fautes graves ou des crimes majeurs, ce qui pourrait être le cas dans le cadre des enquêtes sur l'affaire russe, la Chambre est responsable d'une mise en accusation formelle, ce qu'on appelle impeachment ou désaveu en français, et le Sénat est responsable du procès, donc de déterminer si effectivement il y a culpabilité pour la destitution ou Et ce qui se passe, c'est que c'est très peu probable que ça se produise, parce que pour qu'il y ait destitution, il faudrait qu'il y ait vraiment une faute absolument évidente. Et on semble, même si on s'attend à voir des fautes importantes, on a déjà eu, après tout, 25 ou plus mises en accusation. Il y a des gens qui sont déjà en prison, qui sont des conseillers très proches du président. Donc, cette affaire, on n'a pas fini d'en entendre parler, mais je crois que les démocrates vont avoir la prudence de ne pas pousser jusqu'à la destitution à cause que ça alimenterait son discours aussi de victimisation, de dire... Exactement. Ça pourrait braquer les républicains ensemble et contre les démocrates. Alors voilà ce qu'on ne verra pas. Mais ce qu'on risque de voir, par contre, c'est une intensification des enquêtes sur la présidence, sur des multiples allégations de corruption à l'intérieur du cabinet Trump ou de son entourage proche. Donc, beaucoup de pression sur le président. Et en plus de ça, ce qui est absolument pas exclu, c'est que la Chambre des représentants se penche sur des allégations sur le passé de Donald Trump, sur ses irrégularités financières, sur de possibles crimes qui pourraient en résulter. Et ça risque de faire monter la tension. Le président va probablement réagir de façon très imprévisible, de façon très impulsive, et ça va rendre les choses assez explosives. En matière législative, est-ce que les démocrates peuvent aussi s'attaquer à l'agenda politique de Donald Trump en sauvant les meubles un peu, par exemple, pour la réforme de la santé de Barack Obama, influencer Oui, dans l'environnement partisan polarisé où on se trouve, c'est extrêmement difficile d'anticiper des grandes réformes, des législations d'importance, du genre de celles que les républicains ont passées avec leur réforme de la fiscalité ou même la réforme de la santé, ça, il n'y en est pas question. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on va avoir la possibilité d'agir, mais sur des choses beaucoup plus concrètes, sur des choses beaucoup plus terre-à-terre, notamment, par exemple, on parle beaucoup de la possibilité pour le Congrès démocrate de s'entendre avec l'administration Trump sur des programmes d'infrastructure. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins partisanes. Le problème, c'est qu'il faut financer tout ça et probablement que pour chaque programme d'infrastructure, les démocrates vont insister que ça devrait être payé et probablement en allant chercher des points d'impôt parmi les revenus plus élevés,
qui avait été diminué au moment de la réforme fiscale. Et ça va créer énormément de tensions avec le Sénat, avec la présidence, à l'intérieur même de la Chambre. Chaque pas que va faire ce nouveau Congrès va être extraordinairement douloureux. Il va y avoir beaucoup de débats. D'accord. Au lendemain des élections, le président Trump a congédié son ministre de la Justice, là, si on prend des termes qui nous sont connus, Jeff Sessions. Il a expulsé un journaliste de CNN après une altercation qui a beaucoup fait parler. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il durcit le ton? Et si oui, pourquoi? Oui, ça, c'était effectivement le cas. C'est-à-dire que la tension qui existait entre lui et son ministre de la Justice, tout le monde était au courant. C'était depuis littéralement les premières semaines de son administration. Parce que, étant donné que Jeff Sessions était membre de l'équipe de campagne de Trump et que au moment où il y a eu une enquête qui a été ouverte sur cette campagne, il n'avait pas le choix que de se récuser de cette enquête. Trump ne semblait pas comprendre la logique légale, la logique judiciaire, donc qui fait en sorte qu'un avocat... Il l'a pris personnel. Et dans son esprit, selon certaines interprétations, le Attorney General était son attorney à lui. Ouais. Et donc, il pensait que c'était quelqu'un qui était là pour le défendre, pour défendre non seulement la justice dans son sens large, mais non, défendre l'administration. Mais donc, là, pourquoi il durcit le ton au lendemain des élections? C'est-à-dire qu'il durcit le ton d'abord, premièrement, pour changer le sujet. Okay? Pourquoi c'est fait immédiatement après l'élection? Bien, comme ça, on ne parle pas trop de l'élection, on parle d'autre chose. Et donc, il y a cette dimension-là. Il a aussi nommé quelqu'un d'extrêmement controversé comme Attorney General ou ministre de la Justice par intérim, qui est une personne qui lui est très loyale, qui lui est même loyale, on pourrait dire, personnellement, non pas de façon partisane, mais personnellement, et qui s'est déjà prononcé presque d'avance sur l'enquête Mueller sur l'affaire russe. Quelqu'un dont on ne sait pas trop, d'ailleurs, s'il est constitutionnellement apte à occuper le poste. Et ça a provoqué énormément de tensions, encore beaucoup de débats. Et pour lui, c'est ça déplace le débat vers des enjeux plus loin, des enjeux de fond. Est-ce qu'on a vu, au terme de ces élections-là, un candidat potentiel émerger dans le camp démocrate pour la présidentielle de 2020? Certains pensent que oui, mais j'ai encore l'impression que ce genre de réponse va se donner au moment où on va s'engager dans la course, au moment où on connaîtra vraiment la demi-douzaine de candidats les plus visibles et ceux qui ont le plus de chances de faire une marque. On a parlé, par exemple, du candidat au Sénat défait au Texas qui a mené une campagne extraordinaire et qui a perdu de justesse une course qui était destinée à perdre par beaucoup plus, qui s'est montré très motivateur pour les électeurs, mais il a perdu. Et ça, pour les électeurs, pour entamer une campagne à la présidence, c'est un mauvais départ. Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un de nouveau? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un d'ancien? On parle aujourd'hui même de rumeurs que Hillary Clinton reviendrait dans le portrait. Ça m'étonnerait en passant, mais on ne sait jamais. Ça reste à voir, mais pour le moment, ce qui est important, même pour le Parti démocrate, c'est de ne pas permettre de se focaliser sur une personne, mais vraiment de focaliser l'attention sur le président et son opposition. Pierre Martin, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Ça fait plaisir.